Super, on va pouvoir reprendre. Donc on en était resté aux différents modèles que vous pourriez utiliser. Et maintenant, on peut regarder les modèles locaux, plus particulièrement, donc le cas de Ollama dans notre situation. Donc, est-ce que les modèles locaux sont une solution parfaite, finalement? Alors, ils ont des avantages, tels que le fait qu'il y ait de la confidentialité, et que aussi l'impact environnemental est plutôt marginal. Tout ce que vous allez faire tourner sera sur votre ordinateur, donc je ne pense pas que c'est un gros impact. Et les modèles, et l'énergie qu'il y a eu besoin pour les entraîner est de moins grande importance que des modèles gigantesques comme ceux d'OpenAI ou d'Anthropic. Donc il y a quand même un désavantage qui est assez marquant, et vous allez probablement le ressentir tout à l'heure, c'est qu'ils sont beaucoup moins performants que les gros modèles. Déjà, la plupart ne sont pas multimodaux, et lorsque vous allez poser certaines questions, ils vont avoir la réponse va être un peu plus fade que ce que vous avez l'habitude de déguster avec ChatGPT. Et ça va vous demander aussi un plus grand apprentissage et de comprendre en fait l'univers. L'avantage avec des modèles qui sont servis sur des assiettes comme ceux de Anthropic et d'OpenAI, c'est que vous n'avez pas besoin de trop de réfléchir, vous vous connectez, vous avez l'interface utilisateur qui est plutôt intuitive. Ici, il va falloir connaître un peu comment fonctionnent les modèles, il va falloir chercher vos propres modèles, il va falloir aussi commencer à trafiquer certaines choses pour améliorer la qualité de vos modèles, et donc vous devez à peu près faire beaucoup plus de choses par vous-même. Et aussi vous le livrez dans un apprentissage de termes et de fonctionnalités assez important. Donc pour revenir à cette idée de puissance des SLM, donc ici vous avez une visualisation pour vous représenter en fait la taille de tous les modèles que vous pouvez avoir. Et donc je vais juste vous faire prêter attention à deux éléments importants. Donc premièrement, si on se concentre juste ici, donc on a des modèles, là on a 1,5B, 8,3B. Donc ici ce sont les B représentent les billion parameters, c'est-à-dire des milliards de paramètres. Donc c'est le nombre en fait de nœuds que vous allez retrouver dans les réseaux de neurones. Et donc en fait, plus le nombre est grand, plus le réseau de neurones est gigantesque. Et donc c'est de là d'où ils tirent leur performance. Et généralement, nous, ce qu'on va utiliser aujourd'hui, ce seront des modèles qui feront entre 1,5B et 8B. Plutôt 7B, je dirais, mais 8B aussi, si vous arrivez à les faire tourner, ou voire plus. Hein. Mais en dessous de 1,5B, généralement, vous allez avoir quelque chose de pas très intelligent et de pas très utile. Mais entre les deux, vous avez une bonne fourchette pour commencer à avoir quelque chose de très utilisable. Et si vous comparez ça, par exemple, au tout premier modèle de OpenAI, donc ici, GPT-3, qui était sorti en même temps que l'annonce de ChatGPT, ben ici, vous en avez 175. Donc vous en avez au moins 100 fois plus. Et donc avec ces modèles-là, en fait, vous avez déjà des tailles assez gigantesques qui sont assez importantes. Et le dernier, ce n'est plus le dernier modèle, mais le modèle de GPT-4, le nombre n'avait pas été donné, mais on sait déjà qu'il est beaucoup plus gros. Il y avait eu des personnes qui avaient tenté d'imaginer la taille du modèle, et ils avaient imaginé que c'était 100 trillions. En fait, non, c'était pas aussi grand, c'était seulement 1 trillion, mais ça reste quand même un nombre assez grand. J'ai pas fait le calcul, mais on est au moins à 100 fois plus, je dirais, de la taille de GPT-3. Et donc, du coup, juste pour GPT-4, donc imaginez ce que ça va donner avec d'autres modèles. Donc, c'est juste pour que vous puissiez vous imaginer et vous représenter que, en fait, nous, sur nos ordinateurs, on aura ça, mais à côté, on aura des choses beaucoup plus gros que ça, et c'est pour ça que vous allez sentir vraiment la différence de performance. Mais l'avantage, c'est que les modèles locaux et les petits modèles deviennent de plus en plus intelligents avec le temps, parce qu'on améliore la manière de faire des inférences, on fait des meilleures sélections de données, et on utilise des nouvelles méthodes pour qu'on ait des réponses un peu meilleures. Par exemple, le GPT-2 de l'époque, il n'était pas super intelligent, il faisait pas grand chose avec 1,5B, alors que maintenant les modèles de taille 1,5B de nos jours sont beaucoup plus intelligents que le GPT-2 de l'époque. Donc on s'améliore, et donc on fait plus avec moins, d'où l'exemple de DeepSeek qu'on a vu, que vous avez probablement entendu parler. Oui. De la taille, c'est... Alors ici, quand on parle de la taille en billion paramètres, c'est surtout en fait la taille du modèle. Mais après, évidemment, plus le modèle est gros, plus on a besoin de données en fait. Donc c'est un peu lié aussi. Oui. Ok. Alors, ouais, mince.
Je peux. Ah ouais, alors c'est la. Ouais, donc ça doit être la vieille version, donc je peux. Celui d'Image, ouais, il doit être bon. Ouais, mais de rien, pas de souci. Donc du coup, une chose, donc les petits modèles locaux, on les appelle de temps en temps des SLM, donc pour Small Language Model, pardon. Et ici en fait, vous avez un tableau récapitulatif pour dire les avantages de chacun d'entre eux. Et donc le but ici, c'est pas de vous dire maintenant laissez tomber les gros modèles et ne les utilisez plus, mais en fait dans quel cas vous pouvez utiliser tel ou tel modèle et en fait pour pouvoir exporter une partie de vos prompts peut-être dans des SLM. Donc les avantages des grands modèles, c'est que ce sont ils sont performants, ils sont juste très puissants et très versatiles. Alors que leur désavantage, c'est qu'ils vont demander beaucoup plus de temps de calcul. Bon, vous le ressentez pas en tant qu'utilisateur, mais en termes environnementaux, mais aussi en termes d'entraînement, etc., c'est assez problématique. Ils ont aussi des biais parce qu'en fait, ce sont des modèles généraux. Ils ont été entraînés sur énormément de données, donc le problème, c'est que vous commencez à avoir quelque chose de très général et de très flou et de moins précis sur certains sujets très spécifiques, alors que les petits modèles sont efficaces en termes de ressources et ils sont bien lorsque vous voulez utiliser dans des données spécifiques. On va voir quand on va utiliser le RAG, comment ça va marcher. Ils sont plus rapides à entraîner et j'espère que bientôt des gens comme vous et moi, on aura la capacité de pouvoir fine-tuner nos propres modèles de manière plus simple qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est possible, mais par exemple, si vous voulez prendre un modèle et le fine-tuner, ça veut dire l'améliorer et le raffermir pour qu'il puisse correspondre mieux à certaines utilisations, eh bien ça va vous demander quand même pas mal de temps de calcul et une bonne cartographie. Et les limites, bien sûr, c'est qu'ils sont moins puissants et donc ils ont vraiment besoin d'être entraînés dans des tâches très spécifiques. Et donc on va rapidement voir l'écosystème d'Ollama avant de se lancer. Et donc, juste comment fonctionne un modèle local, comme un grand modèle, sauf que c'est plus petit. Et je voulais, par là, vous présenter comment fonctionnent les LLM, juste de manière conceptuelle. Et je pense que c'est assez important de le comprendre plus pour les petits modèles que les grands modèles, parce que les grands modèles ont la capacité de maîtriser, de comprendre un large champ de sujets sans que vous leur donnez trop d'informations. Les petits modèles, il faut quand même plus les aider et leur donner plus de contexte. Et donc, si on comprend comment les LLM génèrent leur texte, eh bien ça peut vous aider déjà à avoir une intuition sur tiens, peut-être il faudrait que je fasse telle ou telle chose, mais je vous donnerai une liste précise de choses que vous pouvez faire. Il y aura un cours aussi sur le prompt engineering avec ChatGPT. J'aime pas le mot prompt engineering, je préfère prompting personnellement parce qu'on n'est pas des ingénieurs malheureusement. Il y aura un cours sur ça et donc si vous voulez aller le suivre, il me semble que vous pouvez encore vous inscrire durant cette semaine, il n'y a pas un problème et je pense que ce sera plus précis que ce que je vais vous donner. Mais moi, ce que je vais vous donner surtout, c'est une compréhension et des intuitions. Donc les LLM sont un type d'intelligence artificielle dont on a parlé qui a pour but de comprendre et de générer du texte. Et en fait, ce qu'ils vont faire principalement, et c'est ce sur quoi est basé le modèle GPT, c'est de prédire une suite de phrases, de mots, ou plutôt, pour être plus précis, de tokens. Les tokens, c'est vraiment des morceaux de mots qui sont assez spécifiques. Comme par exemple, si vous avez la phrase « je prends mon train », vous aurez « je », vous aurez peut-être le début de « prendre » et la fin de « prendre » qui seront séparés en trois tokens différents. Ils sont formés aussi en utilisant une vaste quantité de données pour les entraîner et ils vont gérer en fait un mot à la fois. Même si ça s'écrit super vite, en fait, lorsque le modèle va créer son inférence, il va gérer un token à la fois, pour être plus précis. Donc c'est basé sur le modèle de Transformers, qui a deux phases, qui a l'encoder qui a pour but d'apprendre, et le decoder qui a pour but de prédire. Et en fait, lorsqu'on a eu la création des premiers GPT, donc les Generative Pre-trained Transformers, le but de ces Transformers était de base de pouvoir servir la traduction. Pardon. Donc le but c'était de leur donner un texte dans une langue et pour qu'ils puissent le traduire dans une autre en utilisant le Transformers. Mais ce qui a amené à la création des GPT en fait c'est d'utiliser surtout le décodeur juste pour prédire le prochain mot. On lui donne un début de phrase et après on doit essayer le modèle doit essayer de prédire le prochain mot. Et il doit s'entraîner en fait au fur et à mesure sur tout un ensemble d'éléments, mais donc il le fait à la suite. Et donc l'ordre a une importance dans ce sens. Donc comment un LLM apprend? Donc il y a une première phase d'entraînement dans laquelle en fait personne ne peut l'utiliser, c'est juste le modèle avec simplement les réseaux de neurones. Et dans cette phase d'entraînement en fait on va lui donner une grande quantité de texte et en fait il va prendre le texte, par exemple une phrase, il va prendre le premier mot, il va essayer de prédire le mot suivant. Après il va s'entraîner avec en ayant les deux premiers mots, il va essayer
de prédire le troisième, etc., etc. Et une des grandes révolutions de cette approche, c'est que ça va réduire aussi le besoin de quantité de données, parce qu'avant, vous deviez avoir énormément de quantité de données pour avoir des exemples assez particuliers. Mais en fait, avec un seul texte, vous avez déjà, je sais pas, un texte de 30 mots, et on imagine qu'il prédit par mot. Vous avez le premier mot qui doit prédire le mot suivant, etc., etc., etc. Donc, du coup, vous avez un jeu de données de 29, si vous voulez, en quelque sorte. C'est un peu simplifié, mais juste pour dire qu'en fait, on augmente le nombre de données de cette manière-là. Et étrangement, ben, ça crée des propriétés assez intéressantes, dont la façon de comprendre et comment les mots sont utilisés ensemble, et donc il y a une certaine compréhension. Après, il y a une autre phase d'annotation et de censure, donc ça s'appelle Reinforcement Learning by Human Feedback, je crois. Et en fait, on va utiliser des personnes pour en fait vérifier les réponses que le modèle va donner, et avec ça en fait le but c'est de pouvoir filtrer les contenus qui sont acceptables et filtrer les réponses qui sont acceptables ou non. Et en fait c'est assez problématique parce que généralement cette phase là est utilisée dans des pays du Sud, principalement des pays d'Afrique, où en fait ce sont des êtres humains qui vont valider ces éléments là, mais ces personnes sont pas forcément payées autant qu'elle devrait, et il me semble qu'il y a quelques documentaires sur Arte si ça vous intéresse sur la question. Mais même dans ces grands modèles, on a toujours besoin d'êtres humains pour pouvoir y gérer. Maintenant, dans la phase de prédiction, qu'est-ce qui se passe Et donc ici, j'ai pris une vidéo de Freebrew One Brown. Je crois que vous avez le lien aussi dans la présentation, donc super chaîne de visualisation de concepts mathématiques, statistiques, etc. Et là, c'est une vidéo sur le transformer, c'est qui explique comment ça fonctionne. Et dans la phase de prédiction, comme je l'ai dit, le but c'est de prédire le mot suivant en se basant sur le mot précédent. Et donc, en fait, là, vous voyez qu'on a une phrase qui est juste ici, et là, en fait, c'est des mots potentiels, et en fait, il va choisir le mot qui est le plus probable d'être choisi, et en fait, au fur et à mesure, il va faire ça pour chaque élément, et prédire, en fait, le mot suivant. Donc, plus précisément, si vous commencez à écrire une histoire, par exemple, il était une fois, lui, en fait, le LLM va choisir le mot le plus probable qui va venir, et il va continuer de répéter, mais en fait, à chaque fois qu'il va à chaque fois qu'il va avoir un mot qu'il va prédire, il va l'ajouter de nouveau à la phrase et va réutiliser la phrase pour prédire le mot suivant. En ce qui concerne la tokenisation, c'est une étape assez importante, c'est pour lui permettre en fait de pouvoir décider dans quel espace vectoriel le mot se trouve. Je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est simplement pour vous expliquer comment il découpe et que c'est pas forcément des mots qu'il prédit, mais c'est vraiment des chaînes de tokens. Et en fait, lorsque vous allez lui donner un texte, ce qu'il va faire, c'est qu'il va le transformer dans un espace vectoriel que vous pouvez voir ici, et donc c'est ce qu'on appelle l'embedding ici, et il va se servir de cette information pour pouvoir faire le calcul des probabilités pour savoir quel est le mot le plus important qui va venir après. Et en fait, grâce à ce vecteur embedding qu'on peut utiliser, vous pouvez demander à un modèle de vous faire un embedding, ça va vous permettre d'avoir des termes qui sont les plus proches sémantiquement. Si vous faites par exemple un cosine similarity, donc c'est un calcul, ça va vous permettre en fait de pouvoir voir quels sont les mots et les termes les plus importants, enfin les plus proches les uns des autres. Et en fait, cet embedding, l'air de rien, a réussi à capturer la sémantique des termes dans une certaine perspective. Et par exemple, le mot chat et chien vont être assez proches comme vecteurs, et par exemple là vous voyez qu'il y a des vecteurs comme skip et jump qui sont proches en anglais, et donc du coup ils se retrouvent à peu près dans le même espace vectoriel. Là c'est dans un exemple avec un espace à 3 dimensions. En fait on a les embeddings peuvent avoir plusieurs dimensions beaucoup plus grandes que ça. Pour l'instant pas de questions, c'était juste un peu technique, mais du coup ça c'est encore un autre exemple d'embedding. Et là en fait je sais pas si vous avez entendu parler de l'attention dans les modèles, c'est en fait ça qui a en fait suscité pas mal justement d'attention pour ces LLMs, et en fait ça va permettre en fait de pouvoir permettre à ces modèles de se concentrer sur les mots les plus importants d'une phrase, et typiquement de mettre un peu moins de poids à des termes qui n'ont pas forcément d'importance, comme par exemple le ne sont pas importants, alors que par exemple chat et assis permettent de mieux comprendre le contexte. Donc ça c'est une phase aussi à l'intérieur des modèles qui permettent de faire ces transformations là. Et donc pour finir, comment ça marche? Donc d'abord le modèle va examiner les tokens comme vous pouvez le voir ici, ensuite il va il va déterminer quels sont les mots les plus importants, donc là il va faire le travail des poids, et ensuite il va actualiser sa compréhension en fonction du contexte dans les mots. Je sais pas si vous voulez voir l'animation en entier, mais vous pourrez la voir plus tard. Et donc du coup c'est le résultat final. Donc ce que vous avez, c'est que il va prédire le mot suivant, et là vous voyez l'étape dans laquelle il fait. Donc là il prédit le mot,
il ajoute, et ensuite, là, il fait la prédiction. C'est vraiment ce qui se passe. Là, vous voyez qu'il a pris des keys, il a pris un autre, et au fur et à mesure, il reprend l'entièreté du texte. Et donc, il reprend le mot qui a la probabilité la plus élevée. On peut changer les paramètres pour qu'ils soient un peu plus loufoques et qu'ils puissent choisir des mots un peu moins probables, mais bon, on va pas regarder ça plus en détail. Donc, pourquoi les LLM sont si puissants? C'est que grâce à cette méthode, on peut avoir on a une échelle qui augmente, donc on peut avoir de plus grandes quantités de données avec moins de texte, et ils sont très versatiles, ils peuvent s'adapter assez facilement à de nombreux textes, et plus on leur donne de texte, plus ils sont capables d'apprendre, et bizarrement, ils sont quand même cohérents et créatifs. Si vous comparez au premier modèle de GPT 1 et 2, bah, voilà, c'était assez fade, mais là, maintenant, on peut avoir des phrases et des contextes très intéressants. Et donc ici, on va se concentrer sur Ollama, mais juste si jamais ça vous intéresse, il n'y a pas que Ollama, il n'y a pas que LM Studio et Llama CPP, il y en a plein d'autres qui vous permettent de faire tourner des modèles en local. Mais nous, ce sera vraiment Ollama qui va nous intéresser dans ce cas-ci. Donc, pourquoi Ollama ? Premièrement parce qu'il est assez facile à installer, on vient de le faire, ça n'a pas pris énormément de problèmes. Il s'intègre aussi très facilement par défaut à d'autres outils, comme par exemple Obsidian. Je ne sais pas si vous l'utilisez, c'est un logiciel de Markdown, et en fait vous pouvez très facilement le connecter à Ollama, pardon. Il y a Copilot, donc GitHub Copilot, vous savez que vous pouvez utiliser du code avec et écrire avec des modèles comme Claude ou comme O1. Et en fait, vous pouvez aussi connecter ça avec Ollama, par exemple, et il y a plein d'autres outils en fait qui prennent Ollama en entrée comme par défaut. Et si, par exemple, vous avez un outil qui peut marcher avec ChatGPT, généralement, il vous suffit juste de changer le lien de l'API pour que ça fonctionne directement avec Ollama, donc très facile. Et il a aussi un très grand écosystème, donc je vais vous montrer très rapidement. Ça, c'est la page GitHub de Ollama. Donc ici, on a des informations sur comment Ollama fonctionne. Et plus bas, on a en fait toutes les intégrations de la communauté, donc pas mal d'applications qui ont été faites avec. Donc on a par exemple d'autres interfaces graphiques que celui qu'on va utiliser tout à l'heure, OpenWebUI, qui est une vraie machine de guerre, qui permet vraiment de faire énormément de choses. Donc si ça vous intéresse, vous pourrez aller jeter un petit coup d'œil. Par contre, il faudra utiliser un Docker pour pouvoir l'utiliser. Il me semble que c'est toujours le cas aujourd'hui. Il y en a encore plein d'autres qui permettent d'avoir en fait des interfaces pour les utilisateurs. On a encore pardon, est-ce que je suis allé trop vite? Non. Donc bon, vous voyez qu'il y en a tout plein déjà. On peut l'utiliser dans le cloud. Il y a aussi des terminaux qui permettent d'avoir une meilleure utilisation de terminal que ce qu'on a de base. On a les bases de données, on a des package managers, et là, après, pour les programmeurs, je pense qu'on en a pas mal dans cette classe. Il y a aussi d'autres packages, par exemple les LangChain dans Python et dans JavaScript qui permettent en fait de pouvoir gérer pas mal de modèles d'intelligence artificielle, dont aussi ceux de OpenAI et de Anthropic, mais aussi Ollama. Mais il y a aussi et il y en a pour plein d'autres langages aussi. Mais il y en a aussi par exemple spécifiques pour Ollama, et donc qui fonctionnent out of the box avec Ollama, et c'est très facile à apprendre. En 20 minutes, vous pouvez déjà faire pas mal de choses avec, et il y en a pour tout un tas de langages. Après, il y a pour les téléphones mobiles, on a les extensions et plugins, et ça, c'est ça qui va nous intéresser, parce que celui qu'on va utiliser, alors, il y a Continue, si ça vous intéresse aussi, c'est celui dont je vous parlais pour pouvoir utiliser dans VS Code. Mais nous, il y en a un qui va nous intéresser plus précisément, si j'arrive à le retrouver. La Page Assist. Donc Page Assist, vous allez voir que c'est une interface graphique qui est super facile à utiliser aussi, qui marche dans de nombreux navigateurs. Donc vous avez tous ces navigateurs à disposition, et qui va nous permettre de faire pas mal de petites choses. Donc c'est pas le plus puissant, c'est pas le plus performant, mais c'est plus efficace en termes d'installation et utilisation. Donc voilà, pour l'écosystème, et donc il y a tellement de choses qu'on pourrait dire dessus. Maintenant, avant qu'on commence, juste une petite chose, on va s'informer un peu sur ce qu'est un GPU et ce qu'est la VRAM, parce que ce sont des éléments assez importants pour pouvoir faire tourner ces modèles en local. Donc la GPU, Graphical Processor Unit, ou simplement carte graphique, et les VRAM sont assez importantes en fait si vous voulez utiliser des langages locaux. Et en fait, l'une des caractéristiques des GPU, c'est qu'ils sont spécialisés pour pouvoir faire du calcul matriciel en parallèle, et donc du coup, vous pouvez avoir des meilleures inférences et plus rapidement. Si vous n'avez pas de GPU, vous pouvez quand même faire tourner un modèle, mais il va prendre des plombes en fait pour être tourné. Et la VRAM va nous permettre en fait de pouvoir estimer quelle puissance on a pour faire tourner les modèles. Et en fait, pour connaître la puissance de son ordinateur, pour les LLMs, il faut connaître sa VRAM. Et donc ici, c'est comment vous pouvez vérifier sur Windows, sur Mac et Linux. Donc vous avez des liens à disposition.
j'ai montré sur Windows. Donc simplement, moi je vais généralement dans ma recherche et je cherche les tâches pour obtenir le gestionnaire de tâches. Et dessus après, je vais cliquer sur cet élément-là, sur les niveaux de performance. Et quand je vais cliquer dessus, j'aurai la mémoire en fait du processeur graphique. Et ici, parce que je suis bien sur le GPU 1, pardon, oui, parce que moi j'en ai deux. Vérifiez que vous prenez bien la bonne carte. Et ensuite ici, vous aurez la mémoire du processeur graphique. Et moi j'ai 14,9 Go. Et donc du coup ça va vous permettre de savoir à peu près quelle taille de modèle vous pouvez faire tourner assez facilement. Et donc généralement, imaginez-vous que pour faire tourner un modèle et qu'il tourne assez rapidement, assez décemment, vous pouvez multiplier ce numéro ici, le 14.9 ou je ne sais quel nombre vous avez obtenu pour votre VRAM, vous le multipliez par 1.2 et ce sera la taille en B du modèle, en bidon paramètre du modèle que vous pouvez utiliser. Donc il y aura un tableau aussi qui va vous faire un résumé. Après ça dépend aussi des ordinateurs et de la manière dont on les utilise, mais moi je vous laisse encore un petit moment pour vérifier ça si jamais. Oui, c'est ça. Et avec ça, vous avez une idée à peu près de la performance de votre ordinateur. Mais après, c'est au doigt mouillé, hein. C'est pas une expertise. Est-ce que ça va? Vous avez eu le temps de pouvoir tester? Super. Vous avez toujours un problème avec le chargeur de votre ordi? Je suis vraiment désolé. Dans ce cas, si tout va bien pour vous, on peut enfin passer à la pratique. Donc, on va prendre déjà cette heure-ci, plus les 2 dernières heures, pour pouvoir passer à la pratique. Donc c'est là où on va voir un peu plus en détail comment utiliser ces modèles. Et donc la première chose que je vais vous demander en fait, c'est de maîtriser un peu certaines commandes du terminal. Vous aurez les commandes qui sont inscrites sur l'écran, mais vous pouvez aussi me suivre lorsque je vais écrire ces commandes. Je sais pas si je peux me déplacer. Hop. Merveilleux. Donc ici vous avez une liste de toutes les commandes de base. Et donc on va voir comment ça fonctionne. Donc je suis vraiment désolé, jusqu'à maintenant on n'a pas encore lancer un seul de ces modèles pour pouvoir tester leur capacité. On va le faire dans quelques instants. Mais premièrement, vous pouvez simplement copier, si vous avez envie de les copier en appuyant sur ce bouton-là. Mais voilà, vous pouvez aussi les écrire. Donc là, j'ai ouvert mon terminal. Et ici, en fait, je vais écrire une première commande, par exemple, olama help. Voilà, je sais pas, est-ce que c'est assez grand pour vous? Je peux agrandir si jamais. Vous arrivez à voir? Peut-être que je vais agrandir un tout petit peu. Comment je vais faire ça, moi? Alors, taille de la police, on va dire. Elle est 22. Ok, en espérant que ce soit assez grand. Ok, c'est assez grand, mais je vais réouvrir. Ok, ça m'a l'air un peu mieux. Dans ce cas. Ah oui, donc, olama help. Pardon. Et ça va nous permettre de pouvoir avoir l'aide de commande. Mais en fait, cette commande, elle n'est pas forcément si utile que ça, parce que si vous tapez olama simplement, et que vous lancez, vous avez exactement la même chose. Et donc ici, vous avez toutes les informations sur les commandes disponibles. Donc les commandes, c'est tout ce que vous allez écrire simplement après olama. Et les flags, c'est ce dont vous avez besoin. En fait, vous avez besoin de mettre un tiret juste avant ou 2 tirets si vous écrivez le mot en entier. Donc si jamais, ce sont les deux manières de faire les options. Donc, vous pouvez aussi utiliser le flag de help de cette manière-là. Oh, pardon, je pense que vous voyez pas. Olama 2-help, ça donne la même chose. Vous pouvez écrire simplement H avec simplement un tiret. Donc voilà. Donc ça c'était pour l'aide. Donc et on a vu l'équivalent. Merci. Ici on va voir la liste des modèles qu'on a installés. Donc je pense que vous n'avez qu'un seul modèle jusqu'à maintenant. Donc olama list. Alors moi c'est un peu trop gros et j'ai un peu trop agrandi. Voilà. Alors moi, quand je fais ma liste, j'ai la liste de tous ces modèles que j'ai installés sur mon ordinateur. Donc si jamais vous avez peut-être une liste plus petite, mais ça vous donne les informations telles que le nom, l'idée ça va pas trop nous servir, la taille du modèle. Ici vous voyez que c'est des M, c'est pas des G, donc c'est en millions et pas en milliards. Et c'est le dernier moment où je les ai téléchargés. Donc information assez utile si jamais vous voulez vous y retrouver. Ensuite vous avez olama show. Ensuite vous mettez le nom du modèle que vous voulez vérifier, et ça va vous permettre d'avoir des informations sur le modèle. Par exemple si je mets olama show Qwen 2.5 3B. Ici, il va me donner les informations sur ce modèle. Donc, typiquement, il va me dire quelle architecture c'est. Donc, c'est Qwen 2. Donc, c'est basé sur Qwen 2. Le nombre de paramètres. Donc, la taille du modèle. La context length. Et ici, en fait, le context length, c'est le nombre de tokens qu'il peut prendre en considération. Et en fait, pour savoir, en fait, qu'est-ce que ça veut dire un token, vous pouvez vous imaginer, vous multipliez par 0,75 et c'est à peu près le nombre de mots
au doigt mouillé, encore une fois, que ça représente. Donc c'est combien de mots il peut prendre en considération à chaque fois que vous écrivez. Si vous dépassez cette longueur, il va juste simplement reprendre la taille va retirer les mots les plus anciens. Ici, après, vous avez l'embedding length. Ces éléments-là vont pas nous intéresser. Il y a peut-être la quantization qui, si vous avez le courage et l'envie qu'on en parle tout à l'heure, on en parlera plus tard. Ensuite, ici, il y a un élément assez important qui est le système prompt. Donc ici, on va voir ça tout à l'heure aussi de nouveau. Un système prompt, c'est ce qui va permettre de pouvoir donner les instructions au modèle. Parce que le modèle, tout ce qu'il sait faire, c'est prédire le mot suivant. Là, en fait, ce qu'on va lui donner, c'est une information et lui dire, OK, voici qui tu es, et voici ce que tu es censé faire. Et avec ça, en fait, c'est grâce à ça que ces modèles peuvent commencer à se créer des scénarios, parce que c'est la même chose pour Claude, c'est la même chose pour les modèles de ChatGPT. On leur dit, OK, vous êtes une IA, une IA, ils savent ce que c'est une IA, ils ont déjà vu ça dans leurs données d'entraînement, et ils savent comment se comporter comme une IA, et vu que leur but, c'est de compléter le mot suivant, en fait, il raconte une histoire dans laquelle vous, l'utilisateur, vous lui posez des questions et eux répondent à la question. Et donc, c'est aussi une approche assez intéressante d'imaginer ces modèles comme des acteurs parce que ça va vous permettre, en fait, de mettre en avant certaines choses. Ensuite, pour finir, on va télécharger un autre modèle. Donc, pour pouvoir télécharger les modèles, vous pouvez écrire Ollama Pool et le nom du modèle. Et ça, je vous conseille de télécharger ce modèle. C'est un modèle d'embedding. Ça va nous servir quand on va faire du RAG, et donc travailler avec des données locaux ou avec Internet. Et juste pour vous montrer comment vous téléchargez un modèle, par exemple, vous avez les derniers modèles de DeepSeek R1 ici. Juste pour information, à part le 671B, donc qui rentrera jamais dans aucun des ordinateurs de cette salle, je pense, la plupart des modèles ici, ce sont juste des distills. Ce sont pas vraiment le vrai modèle. En fait, c'est qu'on prend le modèle général, le 671B, et après, on l'utilise comme professeur pour entraîner les plus petits modèles pour qu'ils apprennent à répondre et à apprendre. Donc, ils sont bien, ils sont performants, mais c'est pas vraiment le même principe que la création du 671. C'est juste question de culture générale. Et ensuite, comme je vous l'ai dit avant, ici, vous pouvez toujours copier quand vous avez le modèle, l'information ici et le coller. Ou simplement, vous pouvez utiliser, vous pouvez changer en fait, par exemple, moi je veux le 1.5, il va l'adapter ici, vous pourrez le copier et le coller. Donc c'est juste pour vous apprendre comment en fait télécharger ces éléments-là. Mais je vous recommande d'installer ce modèle d'embedding. Celui-là, il est bien parce qu'en fait, il est multilingue. Et ça va beaucoup nous servir parce que la plupart des modèles d'embedding sont en français. Donc vous pouvez copier, vous pouvez coller et vous pouvez le lancer. Moi je l'ai déjà, donc je vais pas le lancer. Ensuite, on va faire un petit exercice. Donc c'est en attendant que le téléchargement soit fini, je vais vous permettre en fait de simplement tester ces différents liens que je vous ai donnés parce que vous n'avez pas forcément eu le temps de les vérifier. Donc vous pouvez aller jeter un coup d'œil sur DuckDuckGo, AI, There is an AI for that, Hugging Face. Comme ça vous avez 5 minutes pour vérifier, expérimenter. Je trouve que c'est toujours bien de vérifier les sources le plus tôt possible, comme ça on a une idée. Parce que sinon après ça devient juste un lien parmi 36 autres dans nos bookmarks. Est-ce que de votre côté vous avez réussi à finir de télécharger les modèles? Enfin je sais pas exactement combien de temps c'est censé prendre avec la connexion de l'université. Si vous faites un Ollama list, est-ce que vous avez ce BGE M3 latest? C'est bon? Cool. Oui. Alors vous connaissez GitHub? Ouais, alors Hugging Face, c'est GitHub si vous voulez, mais pour la data science et l'intelligence artificielle. Vous pouvez avoir vos propres repos, déposer à l'intérieur tous vos codes et tous vos résultats, etc. et les partager avec d'autres personnes. Vous pouvez créer des espaces comme ceci par exemple, où vous pouvez permettre à certaines personnes d'utiliser en fait vos modèles. Et There is an AI for that, c'est juste un endroit qui liste toutes les intelligences artificielles. Donc quand vous cliquez dans un endroit, ça va vous envoyer directement dans le site du fournisseur. Non, si, vous pouvez, très clairement. Enfin, moi, j'ai téléchargé plein de modèles, et vous allez voir, on va pouvoir télécharger des modèles sans avoir de compte sur Hugging Face. Donc, et là, typiquement, ici, je me suis même pas connecté, et j'ai pu utiliser ce modèle flux. C'est un nouveau modèle open source, enfin nouveau, ça fait quelques mois qu'il est déjà disponible. Vous pouvez le faire tourner aussi sur votre ordinateur et il permet en fait de générer des images et plutôt bien de manière générale. Je suis un peu déçu parce que je voulais un castor qui fait des statistiques, mais bon, il a juste fait un castor réalistique. Pas grave. On peut pas tout avoir dans la vie, mais donc là ça va. Donc c'est juste pour vous montrer l'exemple que je voulais vous montrer tout à l'heure. Et vous pouvez faire des tests. Et en fait, ça, quand j'essaie de générer des images comme ça sur mon ordinateur, parce que j'ai le modèle local chez moi, ça me prend au minimum 3 minutes pour générer. Ici, ça a pris quelques secondes, parce que ça tourne pas sur l'infrastructure de mon ordinateur, mais ça utilise les GPU de Hugging Face, et gratuitement, donc
c'est plutôt cool. Mais après, les espaces ne sont pas là pour toujours, il y en a certains qui vont fermer, etc. Et donc ça, c'est bien pour pouvoir tester les modèles. Ouais, c'est tout bon. Est-ce que le téléchargement est terminé de votre côté? Super. Ce que je peux vous proposer, c'est que le moment où on fera les exercices, vous pouvez venir sur mon ordinateur et vous travaillerez dessus. Juste le déconnecter, comme ça, il n'y aura pas besoin que toute la planète sache ce que vous faites. Donc du coup, on va enfin pouvoir lancer notre premier modèle. Donc vous vous souvenez, on a téléchargé Qwen. Donc si vous voulez lancer un modèle, vous faites Ollama, run et le nom du modèle. Vous simplement copier-coller ça. Et en fait, lorsque vous allez faire... Attendez, je vais faire un CTRL-L. Ollama, run, Qwen 2.5, c'est parfait, vous l'avez déjà. Quand vous allez faire ça, il va vous ouvrir en fait ce prompt et il va vous dire bon bah vous pouvez envoyer un message, super, et je peux lui demander par exemple qui es-tu, et après il va me répondre je suis Qwen créé par Alibaba blablabla bla. C'est dommage, on ne laisse jamais le temps, enfin on lit jamais l'entièreté des messages des IA. Parfois je trouve que c'est un peu un manque de respect, mais ici pour l'exemple on passera un peu vite. Donc ici vous pouvez échanger simplement avec le modèle, donc je vous laisse le tester et de voir en fait est-ce qu'il répond à vos capacités. Et est-ce que vous sentez en fait cette différence avec un gros modèle comme ChatGPT? Oui. Ah ouais, alors ils sont différents parce que généralement quand c'est sans rien, donc il télécharge le 7B, donc il est plus gros, mais peut-être que votre ordinateur pourrait le faire marcher. Donc pour savoir s'il peut tourner, enfin il va tourner je pense. Hein. Les 7B ils tournent dans n'importe quel ordinateur, mais ils sont plus lents. Le 3B, ouais voilà, il est plus optimal. Les réponses sont moins bonnes, mais il est plus rapide.